Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va littéralement déverrouiller un sujet fascinant, la pharmacologie du système nerveux sympathique. Pour bien saisir de quoi on parle, imaginez tout simplement un immense système de serrures et de clés. Notre corps possède des serrures intégrées, prêtes à déclencher notre instinct de survie le plus puissant, ce qu'on appelle la réaction de lutte ou de fuite. Et dans cette analyse, on va voir exactement comment certaines molécules agissent comme des clés maîtresses, ou parfois comme de simples crochets de serrurier, pour pirater ce système. On va aller de la simple activation d'un récepteur cellulaire jusqu'aux techniques de réanimation en soins intensifs. C'est vraiment une exploration incroyable de la façon dont la médecine arrive à manipuler notre biologie. Voici notre plan de route pour y voir clair. On commence par le système sympathique, puis on détaillera les mécanismes et les récepteurs. Ensuite, on opposera catécholamine et non-catécholamine avant d'aborder les indications cliniques majeures pour finir sur les précautions et les intoxications. Première étape, le système sympathique. Posons tout de suite les fondations. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Un médicament sympathomimétique, et bien comme son nom l'indique, c'est une substance qui imite les effets de la noradrénaline et de l'adrénaline. Ce sont nos fameux messagers chimiques de l'action, ceux qui sont libérés par nos glandes surrénales lors d'un gros coup de stress. Il faut vraiment bien les séparer de leurs rivaux physiologiques, les cholinomimétiques, qui eux gèrent le système de repos. Ici, on est dans l'action pure. On parle d'accélérer le cœur, de rediriger le sang, bref, de préparer le corps à réagir à une menace imminente. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les mécanismes et les récepteurs. C'est là que notre histoire de serrure et de clés prend tout son sens. En fait, ces médicaments ont deux manières très différentes de faire le job. D'un côté, on a les agonistes directs. Eux, ce sont nos vraies clés maîtresses. Ils vont se ficher directement dans les serrures, c'est-à-dire les récepteurs adrénergiques post-synaptiques, comme les récepteurs alpha ou bêta. Action-réaction. Et de l'autre côté, on a les agonistes indirects. Eux, ce sont plutôt les crochets de serrurier. Ils ne touchent pas directement aux récepteurs. À la place, ils forcent les fibres nerveuses à vider leur propre réserve naturelle de catécholamine. Ils obligent en quelque sorte le corps à utiliser son propre arsenal. Mais du coup, ça soulève une question hyper intéressante. Quand on est dans un laboratoire, face à une nouvelle molécule, comment est-ce qu'on fait pour savoir si elle agit directement comme une clé ou indirectement comme un crochet? C'est un vrai casse-tête pharmacologique. La solution, c'est un test d'une élégance absolue, le test de déplétion à la réserpine. L'idée est brillante. Étape 1, on administre de la réserpine dont le seul but est de vider complètement les stocks naturels de catécholamine. Les réservoirs sont totalement à sec. Étape 2, on donne le médicament à tester. Et là, c'est l'heure de vérité. Si le médicament ne fait plus aucun effet, ça veut dire qu'il avait besoin de ses réserves pour agir. C'était donc un agoniste indirect. En revanche, si l'effet est toujours là malgré les réservoirs vides, bingo, c'est que la molécule se fixe elle-même sur les récepteurs. C'est une action directe. Astucieux, non? Maintenant, il faut aussi comprendre où se situent ces serrures. Prenons les fameux récepteurs alpha. Il y a un moyen très simple de s'en souvenir. Alpha 1, c'est le post-synaptique. Il est directement sur l'organe cible. Quand on l'active, ça provoque une vasoconstriction, donc les vaisseaux sanguins se resserrent, et une mydriase, les pupilles se dilatent. Le récepteur alpha 2, en revanche, c'est le présynaptique, et c'est littéralement la pédale de frein. C'est un mécanisme de rétrocontrôle. Quand il est stimulé, il dit au nerf « Ok, c'est bon, on se calme » et il inhibe la libération de noradrénaline. L'alpha 1 agit, l'alpha 2 freine. Troisième point, catécholamine contre non-catécholamine, c'est l'heure de regarder la chimie d'un peu plus près. Ce qui est vraiment fascinant quand on compare ces données, c'est de voir comment un tout petit changement dans la structure d'une molécule peut complètement transformer son effet sur un patient. Regardez l'adrénaline, elle tape partout. Elle augmente la force du cœur, accélère le rythme, avec des effets assez variables sur les vaisseaux. Mais prenez la noradrénaline, elle booste aussi la force du cœur, mais elle provoque une vasoconstriction massive. Résultat, par réflexe, le rythme cardiaque a en fait tendance à ralentir. Et puis on a l'isoprénaline. Elle, c'est le sniper des récepteurs cardiaques bêta. Elle fait exploser la force et le rythme du cœur, mais fait chuter la résistance des vaisseaux parce qu'elle ignore totalement les récepteurs alpha. C'est de l'horlogerie de précision. Par contre, il y a un gros bémol avec les catécholamines naturelles. Elles ont une structure chimique qui est une cible de choix pour une enzyme de notre corps appelée COMT. En clair, elles se font détruire à la vitesse de l'éclair. L'effet est super court et impossible de les avaler sous forme de pilules. C'est pour ça qu'on a créé les non-catécholamines synthétiques. On a retiré leur talon d'Achille, ce qui leur permet de résister au foie, de durer beaucoup plus longtemps et surtout d'être efficaces par voie orale. Ça change tout en pratique. Et petite pépite clinique au passage, parlons du mécanisme des amphétamines, comme le méthylphénidate. Pourquoi sont-elles si puissantes? Eh bien, elles combinent les deux approches. Elles ont une action directe sur certains récepteurs et une action indirecte en libérant massivement des catécholamines. Ce double impact crée une stimulation redoutable du système nerveux central. Ça réveille, ça stimule l'humeur, ça coupe la faim et ça a évidemment des effets périphériques majeurs.
Quatrième partie, les indications cliniques majeures. Concrètement, comment est-ce qu'on utilise cette force de frappe pour sauver des vies? Le terrain de jeu principal de ces médicaments, c'est l'extrême urgence, les états de choc. Quand un patient fait un choc anaphylactique sévère, avec la gorge qui gonfle et la tension qui s'effondre, c'est l'adrénaline, sans hésiter. Elle agit partout pour relancer la machine d'urgence. Par contre, si le choc est cardiogénique, disons après un gros infarctus, là on choisit la dobutamine. Avec son action ciblée bêta-1, elle va soutenir spécifiquement le cœur sans surcharger le reste du système. Et pour un choc vasodilatatoire ou une hémorragie massive où la tension est au plus bas, c'est la noradrénaline. Elle resserre violemment les vaisseaux sanguins pour faire remonter la pression d'un coup. Une autre application très spécifique et qui revient très souvent, c'est la gestion de l'hypertension. Et attention, pas chez n'importe qui, chez la femme enceinte. Là, le médicament de référence, c'est la méthyldopa. Vous vous souvenez de notre pédale de frein, le récepteur alpha-2? Eh bien, la méthyldopa agit au niveau central, dans le cerveau, pour stimuler ce récepteur alpha-2. Ça calme l'hyperactivité du système sympathique, la tension baisse, et surtout, c'est sûr pour le développement de la grossesse. Pour garder tout ça en tête, voici l'anti-sèche ultime, les petits moyens mnémotechniques qui sauvent. B1, pensez à battement, c'est le cœur. B2, pensez à broncher bébé, ça relâche les poumons pour les crises d'asthme et l'utérus pour retarder un accouchement prématuré. Le grand A d'adrénaline, c'est pour le A d'anaphylaxie. Et le D de dobutamine, c'est pour le D de débit cardiaque. Avec ça, la logique devient limpide. On arrive à notre dernière partie, la numéro 5, les précautions et intoxications. Parce que oui, manipuler une telle puissance, ça ne se fait pas sans risque. Il y a un danger absolument crucial à souligner. Prenez la phényléphrine. C'est un vasoconstricteur qu'on trouve banalement dans les médicaments pour le rhume pour se déboucher le nez. Mais attention, chez une femme enceinte, cette vasoconstriction peut réduire le flux sanguin vers le placenta avec un vrai risque de fausse couche. Le message clinique est catégorique. Pour la fièvre ou les courbatures pendant la grossesse, on s'en tient au paracétamol. Les vasoconstricteurs par voie orale, c'est à proscrire. Et si on pousse le système trop loin, en cas de surdose, c'est l'explosion. La pression monte tellement qu'on risque l'hémorragie cérébrale ou encore l'œdème aigu du poumon où les fluides noient littéralement les alvéoles. Sans parler des infarctus parce qu'on demande au cœur un effort monumental. Bien sûr, ces effets secondaires dévastateurs frappent en priorité les personnes âgées dont le système cardiovasculaire est déjà usé. C'est pas un jeu. Heureusement, avant la catastrophe, il y a des signaux d'alarme. C'est la fameuse règle du triple TIA. Tremblement, insomnie, anxiété. Si on voit apparaître ça chez quelqu'un sous sympathomimétique, c'est que le système nerveux central est en train de surchauffer. Il faut intervenir tout de suite avant que la casse cardiovasculaire ne se produise. C'est le signal qu'il faut lever le pied. Ces molécules sont d'une puissance redoutable. Elles peuvent faire repartir un cœur, rouvrir des branches fermées et tirer un patient du gouffre. Mais alors qu'on s'immisce si profondément dans le mécanisme de survie le plus primitif de notre propre biologie, on peut se poser la question, sommes-nous vraiment devenus les maîtres absolus de cette réponse de lutte tout de suite? Ou est-ce qu'on ne fait qu'emprunter un peu de temps en espérant échapper à des effets secondaires foudroyants? C'est tout le paradoxe fascinant de la médecine moderne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous.